Eh bien, pour comprendre cette guerre si hargneuse sur un territoire 80 fois plus petit que le Québec, on va se concentrer sur 5 dates charnières. On va voir que le nœud de ce conflit-là, c'est un problème de territoire. Un territoire qui a été promis à tout le monde et qu'on tente de s'arracher avec des moyens absolument impitoyables. La première date à retenir, c'est 1917. C'est l'année qui voit les Britanniques occuper militairement la Palestine. Cette année-là, la lutte entre Juifs et Palestiniens pour le contrôle du territoire de la Palestine commence vraiment. La Palestine comprenait à cette époque un territoire qui incluait ce que nous appelons aujourd'hui Israël, la Jordanie à l'est du fleuve Jourdain et les territoires occupés, c'est-à-dire la Cisjordanie qui est située à l'ouest du fleuve Jourdain et la bande de Gaza à la frontière égyptienne sur la Méditerranée. Presque tout de suite, les Britanniques prennent une décision déterminante pour l'avenir de la Palestine. Ils y autorisent l'immigration juive dans le but d'y créer un foyer national, en d'autres mots, une patrie. Cette décision contredit une promesse qu'ils avaient faite aux populations arabes de Palestine. Ils avaient promis la création d'un royaume arabe qui inclurait la Palestine. On comprend alors que les populations arabes installées depuis des siècles en Palestine ne l'acceptent pas. Elles croient que l'immigration juive en Palestine se fait aux dépens de leur rêve d'indépendance. L'occupation britannique de la Palestine dure 30 ans. Durant cette période, des milliers d'immigrants juifs s'y installent. La coexistence est impossible et c'est là que commencent les affrontements. En 1917, il y avait 57 000 Juifs installés en Palestine. Entre 1917 et 1947, il y en a 700 000 qui immigrent dans ce territoire, 14 fois plus en l'espace de 30 ans. Et c'est là qu'arrive notre deuxième date, 1947. 1947, c'est 2 ans après la fin de la Deuxième Grande Guerre et de la découverte des camps de concentration. Le conflit entre Juifs et Palestiniens s'envenime lorsque les Britanniques quittent la Palestine, mais sans régler la question territoriale. C'est là que les Nations unies s'en mêlent et proposent alors un plan de partage territorial de cette portion de terre. Elle propose, par la résolution 181, la création de 2 États indépendants. Un État juif, appelé Israël, et un État arabe, appelé Palestine. Les Juifs, qui constituent le tiers de la population et qui sont propriétaires de 6 % des terres, se voient accorder par le plan de partage 56 % du territoire. Le plan est rejeté par les Arabes, mais accepté par les Juifs. L'approbation des Juifs à ce plan permet la création de l'État d'Israël en 1948. Dès sa naissance, le droit à l'existence de l'État d'Israël est nié par les pays arabes voisins qui lui déclarent la guerre. Israël vainc ses ennemis et consolide ses frontières. L'État de Palestine, lui, est mort-né. L'impact humain de cette guerre est énorme. Elle force à l'exil au moins 900 000 Palestiniens. Une partie importante se réfugie dans la bande de Gaza, sous contrôle égyptien, en Cisjordanie, de même qu'à Jérusalem-Est, qui à cette époque appartient à la Jordanie. C'est le début de ce qu'on appelle communément le problème des réfugiés palestiniens. Arrive notre troisième date, 1967. Israël et ses voisins arabes, une nouvelle fois, s'affrontent. C'est la guerre des 6 jours, gagnée par le fameux général Moshe Dayan, celui qui avait un pirate à l'œil gauche. La guerre des 6 jours, ça signifie qu'Israël annexe la bande de Gaza, Jérusalem-Est, la Cisjordanie et le plateau du Golan qui appartient à la Syrie. Au moins 1,5 million de Palestiniens se retrouvent sous domination israélienne dans ce qu'on appellera désormais les territoires occupés. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 3 900 000. Depuis la guerre des 6 jours, tout processus de paix entre Israéliens et Palestiniens dépend du règlement de 2 questions essentielles: le retrait d'Israël des territoires occupés et la création d'un État palestinien indépendant à partir de ces territoires. C'est une période difficile qu'assombrit encore davantage la première révolte des pierres palestiniennes, la première Intifada, en 1987. Mais là, il y a des blocages qui surviennent en 1993, c'est notre 4e date cruciale. Le premier ministre Yitzhak Rabin d'Israël et le chef de l'Organisation pour la libération de la Palestine, Yasser Arafat, signent des accords de paix. Ce sont les accords d'Oslo, qui ont été négociés à Oslo.
Ces accords-là prévoient l'établissement d'un calendrier pour le retrait israélien des territoires occupés, de même que l'autonomie des territoires palestiniens. Le processus de paix connaît cependant rapidement d'importants ratés. Les Israéliens cherchent à gagner du temps et refusent à plusieurs reprises de se conformer aux accords d'Oslo. C'est là que la frustration s'installe solidement. Notre dernière date, c'est le 28 septembre 2000. Ariel Sharon, un ancien général à la pointe de fer, ennemi juré des Palestiniens et hostile aux accords d'Oslo, se rend à l'esplanade des mosquées. Le geste de Sharon est une gifle à la face des Palestiniens, parce que l'esplanade des mosquées est un lieu sacré dans Jérusalem, ville hautement symbolique, qui est revendiquée à la fois par les Israéliens et par les Palestiniens comme capitale de leur État. Le geste de Sharon rend furieux les Palestiniens. C'est l'événement déclencheur de la seconde révolte des pierres, la seconde Intifada. Et depuis 18 mois, ce conflit israélo-palestinien s'est enfoncé dans une logique de guerre absolument implacable. La frustration des Palestiniens se traduit en des actes terroristes meurtriers qui, eux, à leur tour, sont réprimés de manière de plus en plus féroce par le gouvernement israélien. Les grands perdants à ce jeu absurde, ce sont surtout les civils innocents des deux côtés. Plus de 1300 Palestiniens et 300 Israéliens qui ont perdu la vie depuis le début de ce nouvel épisode de violence. Jusqu'à tout récemment, les efforts diplomatiques, notamment américains, pour résoudre le conflit, ont brillé par leur absence. Le niveau de violence a cependant franchi un seuil qui devient inacceptable pour les intérêts stratégiques des États-Unis et des puissances régionales. Et ça explique la raison pour laquelle l'administration du président Bush se départit du rôle de spectateur indifférent qu'elle s'était imposé et se voit maintenant forcée d'aller faire de la médiation. L'administration Bush, en plus du geste plus traditionnel d'expédier un envoyé spécial pour que les deux parties arrêtent au moins de se tirer dessus, l'administration Bush, il y a 3 semaines, a pris l'initiative sans précédent de proposer au Conseil de sécurité des Nations unies l'adoption d'une résolution qui appuie la création d'un État palestinien aux côtés de celui d'Israël. La résolution a été adoptée.